Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste. Chaque dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, je reçois une intelligence de mon pays et un petit secret. Il a créé un nouveau parti. Et ben, le nouveau républicain pour la justice, et ben, c'est Joseph Bangakia. Très heureuse de vous recevoir, Joseph Bangakia. Et c'est un grand plaisir de retrouver votre tout joli et tout nouveau studio. Voilà, j'ai posté sur le net et je crois que vous l'avez retweeté aussi, que je vous recevais, et plusieurs questions ont fusé. C'est d'ailleurs la toute première que je vais vous poser, Joseph Bangakia. Où vous situez-vous aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la twittosphère ne sait plus vous situer. Vos positions aujourd'hui semblent n'est plus vraiment cadrée avec la position de la majorité présidentielle, sans se voiler la face. Où se situe aujourd'hui Joseph Bangakia? Centriste, hein? Le centre, je n'y crois pas trop. Et je ne crois pas non plus aux extrêmes, qui d'ailleurs sont, je le pense, à l'origine du blocage dans lequel nous sommes. Il y a des camps qui semblent irréconciliables et la machine est bloquée. Et donc, il faut créer des passerelles. Les nouveaux républicains pour la justice, un jeune parti, nous avions présenté 109 candidatures aux élections provinciales qui n'ont pas eu lieu, hélas. On ne s'est pas déterminé en termes de camp politique, mais sur des valeurs, et les valeurs sur lesquelles nous nous fondons, des valeurs républicaines s'entend, il y a notamment le respect de la Constitution, qui est fondamental à nos yeux, car ça serait un acte fondateur pour la République démocratique du Congo. Donc les deux grands plateformes vous ont déçu, la majorité présidentielle et l'opposition. Ils vous ont déçu? Non, je ne dirais pas cela ainsi. Je dirais plutôt que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, où les projets politiques détermineront les alliances. La majorité présidentielle qui gouverne est en fin mandat. Je prends l'exemple des États-Unis. Aujourd'hui, vous n'allez pas sortir aux États-Unis et dire que vous êtes du camp de Barack Obama. On est du camp des candidats à la présidence qui portent le nouveau projet. Et aujourd'hui aux États-Unis, soit on est pour Hillary, soit on est pour Trump. C'est pratiquement la période dans laquelle nous sommes et nous attendons bien entendu les différents candidats. Mais en termes de valeurs, il est clair que pour les nouveaux républicains pour la justice, la Constitution doit être respectée, l'alternance doit être possible et l'espace politique doit être ouvert. Vous avez dit une phrase qui m'a fait titre, on déterminera les alliances. Je peux le dire à Lingala, donc Joseph Bangakia à Rolanda et pas Imaï et Zochola, c'est ça? Là où vous verrez qu'ils ont la chance de réussir, vous vous positionnerez derrière eux. Si c'est la majorité ou c'est l'opposition, vous vous positionnerez après avoir vu les chances auxquelles ils obtiendront, ou ils auront, après peut-être les primaires, je ne sais pas moi quoi, et tout ça. Donc comment vous positionnerez-vous, Joseph Bangakia? Quels sont les critères? Le moment venu, comme je l'ai dit, ça sera sur le projet. Mais actuellement, vous allez suivre le projet de différents. Mais actuellement, il y a un combat qui ne demande pas d'être de la majorité ou de l'opposition. Quel est ce combat? C'est la survie de la République? Non, c'est le respect de la Constitution? Oui, pour avoir des institutions fortes, il faut qu'elles soient solidement assises sur une Constitution qui est respectée. Mais qui viole cette Constitution, selon vous? Personne n'a encore violé la Constitution. Franchement, personne. Qui viole la Constitution? Il y a un débat, mais ce qui est clair, il est clair que l'alternance, si elle n'est pas possible dans les temps qui sont fixés par la Constitution, nous serons, bien entendu, dans le cas de la violation de la Constitution. Voilà, nous entrons maintenant de plein pied dans la rétrospective. Ce sont aujourd'hui des gros dossiers. Vu les enjeux vraiment de l'heure, parce que je crois que d'ici décembre 2010, les émissions seront éminemment politiques avec un peu de social, évidemment. Nous allons ouvrir le tout premier dossier, c'est la SENCO. Aujourd'hui, les Quinois le disent, le facilitateur facilité. Et bien voilà, la SENCO aujourd'hui joue son rôle. Alors le premier grand condensé est consacré à la rencontre que la SENCO a eu avec plusieurs partis ou plusieurs autorités politiques de notre pays, d'abord avec Kodjo lui-même, avec la majorité présidentielle, avec le MLC et enfin avec la dynamique UDPS et alliés. Plus de détails dans ce premier condensé.
Ce sont des retrouvailles entre le facilitateur et les évêques de la Sanko. Une concrétisation de la promesse des princes de l'Église de lui venir en aide en cas de besoin. L'initiative tombe donc à point nommé et est saluée par Edem Kodjo. Je suis fortement reconnaissant à la Sanko de bien vouloir s'entremettre, d'essayer de parler aux uns et aux autres et de faire en sorte que nous nous retrouvions tous dans une même famille autour d'une table pour négocier les problèmes qui sont à l'ordre du jour du dialogue. Cette rencontre était aussi une occasion pour le facilitateur togolais au dialogue congolais de réaffirmer sa détermination à aller jusqu'au bout de sa mission. Je ne suis pas parti, je n'ai pas démissionné et je n'en ai pas l'intention. C'est bien, c'est clair? Je n'en ai pas du tout l'intention parce que ceux qui m'ont mandaté m'ont renouvelé leur confiance. Et je reçois tous les jours de larges tranches de la société civile et même de partis politiques qui viennent me renouveler, corps diplomatiques qui viennent me renouveler la confiance. Donc je n'ai pas l'intention de démissionner. Du côté de la Sanko, l'on reconnaît les obstacles dans ce chemin qui doit conduire vers ce dialogue, mais pas question d'être pessimiste. On va relever ces obstacles pour la tenue du dialogue. Vraiment, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir que les dialogues puissent se tenir, un dialogue que l'on veut inclusif. Voilà pourquoi les évêques s'engagent pour parler avec les uns et les autres, les politiciens, la société civile, même la communauté internationale, pour que tous vraiment donnent le meilleur d'eux-mêmes pour la tenue du dialogue, parce qu'il en va de l'avenir de ce pays. Les consultations, les évêques comptent les mener auprès de tous, sans exception, affirme-t-il. Voilà qui justifie les échanges qu'ils ont eus juste après avec une délégation de G7 conduite par son président Charles Mondo Simba. Après la majorité présidentielle et autres acteurs politiques, c'est le tour de l'opposition politique de changer avec la Sanko. D'abord, la délégation de la dynamique de l'opposition. Cette dernière, conduite par son modérateur Freddy Matungulu, a au cours de ces échanges indiqué la volonté de la dynamique de travailler pour la mise en œuvre effective de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette plateforme, membre du rassemblement, a également réaffirmé sa position relative à la récusation d'Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue. Nous avons également relevé à l'attention de nos interlocuteurs, la SENCO, notre refus de travailler avec M. Kodjo comme facilitateur. Donc nous avons indiqué clairement telle étant la position du rassemblement et donc de la dynamique. La question du processus électoral était aussi au rendez-vous. Nous faisons le constat que le processus électoral est en panne et si nous en sommes arrivés à ce point aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la responsabilité directe de M. Kabila qui, en tant que président de la République, n'a pas géré les institutions de la République de façon à nous amener à ces rendez-vous importants pour le peuple congolais. Juste après, les responsables de la Sanko ont aussi reçu la délégation de l'UDPS et alliés. Le peuple congolais ou la presse, que les gens ne pensent pas que ce que les évêques, et surtout la Sanko est en train de faire, de nous inviter au niveau de l'opposition, où il y a Dynamique, nos frères qui étaient là, G7 et nous-mêmes, IDPS et les alliés, comme s'il y a une division au sein de l'opposition ou au sein du rassemblement. Non, c'est une méthodologie. Ces deux partis de l'opposition se sont rencontrés sur plusieurs points, notamment la décrispation de l'espace politique. Tous espèrent avoir un cadre et des acteurs au niveau de la gestion du processus permettant d'aller à un dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les propositions concrètes, Dieu merci, en ce qui concerne la voie de sortie, c'est de respecter les cadres qui nous régissent. C'est le respect de la Constitution. Et la Constitution, les constituants a tout prévu. La crise actuelle, le MLC a réitéré son point de vue pour dire que c'est une crise artificielle. Le jour où le président de la République va intérioriser qu'il est dans son deuxième et dernier mandat, cette bombe sera désamorcée. Le MLC n'est pas concerné par la problématique de la facilitation parce que nous ne sommes pas dans cette démarche d'un dialogue politique.
Les dialogues techniques, oui, autour de la CENI, et nous l'avions déjà commencé en son temps, le 25 juin 2015 ainsi que le 22 juin 2015, où nous étions ensemble, CENI, majorité opposition, et pour nous, un dialogue technique permanent à chaque fois qu'il y a des besoins, c'est ça notre logique. Nous ne sommes pas d'accord avec un quelconque dialogue politique qui dérogerait au principe sacro-saint de la Constitution en ce qui concerne le mandat, la durée, le mandat du chef de l'État, etc. Monsieur Bangakia, Joseph Bangakia, nous avons vu aujourd'hui, en tout cas défiler autour de Monseigneur Monsengo, autour de la SENCO pour être plus large, en tout cas les politiques congolais. Est-ce que Eden Kodjo, selon vous, a-t-il échoué? Est-il devenu le facilitateur facilité aujourd'hui, comme on l'appelle, hein? Ce n'est pas pour le dénigrer, mais en tout cas les Quinois, comme vous le savez, nous avons la facilité de trouver des expressions. Est-il aujourd'hui le facilitateur facilité par la SENCO aujourd'hui? En suivant votre reportage, je tiens à rendre un hommage vibrant à l'Église catholique, à la conférence des évêques, qui ont rendu honneur à leur qualité d'autorité morale. Et vous savez, dans un pays, on a besoin d'autorité morale. L'Église catholique est au rendez-vous de l'histoire, a pris sa responsabilité en tant qu'autorité morale pour permettre aux acteurs politiques de se parler. Et là, c'est important parce que nous devons, dans notre pays, avoir des institutions, des personnes qui, par leur parcours, par leur vie, inspirent le respect. Nous avons l'Église catholique avec plusieurs éminents évêques, dont le cardinal. Nous avons Dr Mukwege, qu'il faut que la République reconnaisse comme tel. Il faut reconnaître ses meilleurs fils. Et sur cette ligne d'autorité morale, deux hommes me viennent à l'esprit, mais il n'appartient qu'à eux d'entrer dans cette catégorie. C'est le président de la République et c'est le président du Rassemblement. Etienne Tshisekedi? Oui. Ce sont des personnalités. Parce qu'on a dit que ce sont les deux d'ailleurs qui tiennent aujourd'hui les destinées de la République démocratique du Congo. Donc c'est la question qui vient tout de suite. Qui est le responsable du blocage? Parce que nous avons suivi, Freddy Matungulu l'a dit carrément, c'est le président de la République parce qu'il n'a pas rempli ses obligations, ses responsabilités pour nous emmener à faire des élections dans les délais constitutionnels. Et Etienne Tshisekedi, parce qu'il ne veut pas d'Eden Kodjo, il récuse, et comme l'a si bien dit Jeune Afrique, il est toujours monsieur non, il dit non à tout. Alors pour vous, la responsabilité incombe à qui par rapport à ces deux personnalités? Soyez francs. Je vais vous répondre, mais en répondant à votre première question sur le facilitateur Eden Kodjo. Qui est aussi une figure respectée dans l'Afrique. Je ne doute pas... Selon certaines sources, pas du tout, hein, puisque nous sillonnons le net. Joseph Bangakia, les Togolais ne sont pas très fans, une grande partie aussi d'Eden Kodjo, qu'on ne nous trompe pas non plus. Hein. Au niveau national, au niveau du Togo, je ne me prononce pas, mais je me suis prononcé au niveau continental. Parce qu'il il a occupé plusieurs fonctions en Afrique. Oui, oui. Et donc, c'est une personnalité reconnue qui s'est engagée dans plusieurs fronts pour faciliter, pour conduire des médiations. Certaines ont abouti, d'autres non. Mais qui aujourd'hui est récusée par une partie des acteurs de notre pays, une partie importante. Personnellement, je crois qu'en tant qu'homme de qualité, il va en tirer les leçons qui s'imposent. Mais il a dit qu'il ne va pas démissionner, pas du tout. Hein. Oui, il a dit non, je ne démissionnerai pas et je n'en ai pas du tout l'intention. Donc, il ne partira pas. Donc, on va faire avec lui. Et vous savez, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé. Premièrement, le facilitateur reconnaît qu'un dialogue sans le camp Tshisekedi, le camp du rassemblement, n'est pas possible. Et deuxièmement, le camp du rassemblement le récuse. La communauté internationale lui renouvelle son soutien. Mais ça l'impose presque. Il faut dire les choses franchement. Et de mon point de vue,
c'est une occasion pour lui de sortir par le haut. Le soutien de la communauté internationale, de mon point de vue, n'est pas pour l'imposer comme facilitateur, mais c'est pour lui permettre de sortir par le haut. Par la grande porte. Par la grande porte. Qui démissionne carrément. Par la grande porte. Et je suis convaincu qu'en tant que personnalité raisonnable, c'est le choix qu'il fera. Vous avez parlé du blocage. Qui est responsable de ce blocage? Je commencerai par dire qui n'est pas responsable du blocage. J'entends les gens dire que c'est la CENI qui organise les élections, ce qui est vrai. Que la CENI est indépendante, ce qui est vrai, mais indépendante dans le prononcé des résultats électoraux et dans les opérations électorales. Dans la gestion courante des... Oui, la CENI n'est pas une institution extra-RDC. Je trouve que ce n'est pas véridique de dire que la CENI est responsable de la situation actuelle et surtout de dire que l'actuel président, qui a pris ses fonctions le 20 novembre 2015, est le responsable de cette situation qui, à vrai dire, tire ses origines dès l'année 2011. Vous voyez. Deuxièmement, oui, la classe politique est responsable. Les deux côtés. Opposition, majorité, en général. Mais on ne peut pas, à moins de reconnaître que nous ne sommes pas gouvernés, on ne peut pas, comme cela, ne pas responsabiliser le pouvoir politique qui est le gouvernement sur cette question. C'est une question d'honnêteté. Et je sais que le gouvernement ne veut pas avoir des citoyens qui sont des idiots. Le gouvernement veut que sa population soit éduquée, soit intelligente. Eh bien, puisqu'elle est éduquée et intelligente, le gouvernement d'ailleurs a fait beaucoup d'efforts sur ce terrain, il faut que le gouvernement comprenne que après avoir étudié, après avoir été éduqué, on réfléchit normalement. Eh bien, le pouvoir politique est le principal responsable de la situation, ce qui induit une chose, il faut une attitude, je dirais, d'humilité, qui permet le dialogue. Donc que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour essayer de sauver ce dialogue, comme l'a si bien dit un évêque tout à l'heure. Il faut vraiment, parce que c'est l'avenir du pays qui en dépend aujourd'hui. Et moi je crois que le gouvernement, qui est le responsable, on ne peut pas être le responsable et se défouler sur une autre structure ou une autre personne. Le gouvernement doit avoir une attitude d'humilité pour permettre un dialogue qui nous conduira... La toute dernière question, avant de passer au deuxième condensé. Edem Kodjo est allé à Brazza et ça a soulevé un tollé parce qu'il est allé rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, qui pour une grande opinion congolaise n'est vraiment pas un modèle de démocratie. Alors, quelle est votre lecture de cette visite d'Edem Kodjo chez le président du Congo d'en face, en quelques mots? Premièrement, je dirais que c'est notre faute. C'est parce que les Congolais n'ont pas su être à la hauteur du moment fondateur que nous devons vivre, qui est une alternance réussie, apaisée. Souvenez-vous, en 2009, en 2010, plusieurs acteurs importants, le président de la République, le porte-parole du gouvernement, la majorité présidentielle, l'opposition, les gens rassuraient que nous aurions cette alternance pacifique et civilisée. C'est parce que certaines personnes se sont mises à travers de ce chemin que nous devenons ainsi, j'ai failli dire la risée du monde, mais voilà, le Premier ministre togolais vient faire le facilitateur, le président congolais fait le médiateur. C'est de notre faute. Quand je dis de notre faute, c'est nous, acteurs politiques congolais, mais c'est surtout le pouvoir politique. Ok. Le deuxième condensé, mesdames et messieurs, c'est par rapport aux propos du président Kabila, les propos qu'il a tenus en Ouganda par rapport aux élections. Et comme vous le savez, c'est là, continue toujours d'alimenter, en tout cas, les conversations dans les salons UP de Kinshasa et dans les rédactions de la République démocratique du Congo. Nous vous proposons donc la réaction du secrétaire général du PPRD, la réaction de la dynamique et évidemment le point de presse du G7, c'est toujours par rapport aux élections.
La dynamique de l'opposition a appris avec stupéfaction les déclarations provocatrices faites le 4 août courant par M. Joseph Kabila au cours d'une conférence de presse animée en Ouganda. Joseph Kabila a, à cette occasion, annoncé l'organisation des élections après l'opération d'enrôlement des électeurs lancée le 31 juillet dernier dans la province du Nord Ubangi et dont on ne sait pas quand elle va se terminer. Outre que la dynamique s'étonne que M. Kabila se soit prononcé sur cette question cruciale dans un pays étranger, devant la presse étrangère et en anglais. Elle note en plus qu'il se substitue à la CENI, en violation intentionnellement de l'article 211 de la Constitution. La dynamique de l'opposition rappelle à l'attention de l'opinion nationale et internationale qu'en tout état de cause, le préavis constitutionnel court à partir du 19 septembre prochain, conformément à l'article 73 de la Constitution et se termine le 19 décembre 2016. Qu'il soit donc entendu que rien ni personne ne pourra empêcher au peuple congolais de vivre cette année l'alternance démocratique conformément à la Constitution de la République. Il est l'un des rares dont la majorité à l'avoir affirmé tout haut. Pas d'élection en 2016 en République démocratique du Congo. Ce jour, Emmanuel Shadari se trouve reconforté dans cette prise d'opposition par les propos tenus le 4 août dernier par le chef de l'État. Considéré par certains comme un pavé dans la mare, pas du tout, réplique le secrétaire général adjoint du PPRD. Il ne faut pas croire que ce que le président a dit, c'est quelque chose de nouveau. Il n'a répété que ce que la CENI a dit publiquement. Peut-être qu'il n'était pas la personne habilitée à le dire. Il est congolais, les journalistes savent ça, il n'y aura pas d'élection. L'opposition sait qu'il n'y aura pas d'élection sans enrôlement. La société, tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'élection sans enrôlement. Le reste, c'est donc des enchères, tout ça. Lui aussi comme Congolais, même s'il est le numéro 1, si on lui pose la question, il décrit ce qui se passe dans son pays. Le processus électoral, le maître du processus, c'est la CENI. La CENI avait déjà donné publiquement devant la presse. Pourquoi lui ne peut pas répéter ce que la CENI a dit? Le président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale estime en outre qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'enrôlement des électeurs et le dialogue. On peut aller au dialogue, on termine le dialogue. S'il n'y a pas d'électeurs, il n'y aura pas d'élection. On va aller au dialogue pour poser les règles des jeux. Comment aller aux élections sans connaître qui va élire, sans connaître les électeurs? Pour Ramazani Shadari, seul le dialogue peut permettre de faire sortir le pays de l'impasse où il se trouve, doter la CENI d'un calendrier électoral consensuel, aborder la problématique sécuritaire et financière du processus électoral RD congolais. C'est un tollé général à l'opposition après les déclarations de Joseph Kabila appelant à la publication du calendrier électoral après l'enrôlement en cours. Problème, cette opération commencée par le Nord Ubangi va prendre plus d'une année, donc largement en dehors des dates prévues pour la tenue de l'élection présidentielle. Au G7, l'on ne décolère pas. Au propos de Joseph Kabila, on ajoute celui du président de la CENI, d'où ces accusations de haute trahison. Le G7 considère qu'en annonçant l'un après l'autre le report des élections présidentielles et législatives au-delà des délais prescrits par la Constitution, Joseph Kabila et le président de la CENI ont lancé un grave défi au peuple congolais et plus particulièrement aux forces politiques et sociales acquises au changement. Pour cette plateforme, seule solution pour contraindre la CENI à se conformer à la Constitution, c'est la mobilisation générale. Face à la gravité de la situation, le G7 a écrit hier mercredi 10 août 2016 au président du Conseil d'État et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement une lettre pour proposer des actions
pacifique à réaliser, sans tarder, pour contraindre la CENI à convoquer les scrutins pour l'élection présidentielle le 19 septembre prochain et à publier le calendrier électoral. Le G7 nie s'inscrire dans une logique d'affrontement et assure plutôt se conformer aux prérogatives lui reconnues par la loi fondamentale. S'agissant du dialogue, le groupe dit de 7 appelle à des signaux forts pour, dit-il, décrisper la situation au pays. Cela passe par la libération de prisonniers politiques et la fin des harcèlements judiciaires contre les opposants, allusion faite ici à leur candidat président, Moïse Katumbi. Joseph Bangakia, est-ce que vous avez suivi personnellement les propos tenus par le chef de l'État en Ouganda? Personnellement, est-ce que vous l'avez suivi? Oui, je l'ai suivi en anglais. Est-ce que la traduction a été bonne? Parce que c'est là aussi ça pose problème. Est-ce que les gens qui ont traduit vraiment l'esprit des mots du chef de l'État pour qu'aujourd'hui ça suscite autant de réactions? Et pourtant, Chadari l'a dit, il n'a fait que répéter ce que la CENI a dit. Ou ce que la CENI dit habituellement. Oui, il est vrai que le chef de l'État en anglais a dit à KCC en Ouganda qu'il n'y aura pas d'élection pour les raisons que l'on sait et que le calendrier électoral serait publié à l'issue de l'opération d'enrôlement qui est en cours. Cela est bel et bien vrai. Alors pourquoi ça choque? Parce que ce délai-là dépassera le timeline prévu pour les élections, parce que selon la CENI, ça va prendre une année et quelques mois, donc on l'a dit ouvertement, c'est jusqu'en septembre 2017. C'est peut-être par rapport au temps que c'est la choc, donc les élections normalement ne se tiendront pas en 2007, les élections présidentielles normalement en 2016. En suivant votre reportage, le haut cadre du PPRD, je comprends son approche. C'est que le président de la République... Avait-il le droit de le dire? Le président de la République... Est-ce qu'il peut parler des élections comme ça? Le président de la République a le droit de communiquer sur le fonctionnement des institutions et dire que donner des informations sur le processus électoral me semble bien sûr de sa compétence, comme d'ailleurs de plusieurs autres. Mais là où le bas blesse, c'est que cela n'est vrai que dans un cycle électoral correct et respecté. Donc que Barack Obama dise qu'il y aura élection présidentielle le 4 novembre et que le nouveau président élu prêterait serment le 20 janvier, ça ne choquerait personne parce que ce sont les délais prévus par la Constitution. Et je situe à ce niveau-là les mois qu'a soulevé l'intervention du président de la République. Donc, ces propos ne sont pas conformes aux dispositions de la Constitution. Ça, c'est le premier élément. Et le second, sur la forme, il est vrai que une telle communication n'a pas été faite dans notre pays. C'est ça, il y a une certaine opinion d'ailleurs en RDC ailleurs qui disent que non, pourquoi le président de la République a dit ses propos à l'extérieur, mais chez nous, il ne communique jamais, il ne parle jamais à l'intérieur, il ne fait jamais des points de presse, il ne répond jamais aux questions de journalistes, presque rarement. Alors pourquoi parler des propos aussi sensibles à l'extérieur de la République? Donc c'est ce que vous dites aussi, je suis du même avis. Au regard de, comment dire, du besoin pressant d'information, d'éclaircissement, oui, le président de la République est attendu par son peuple et il aurait mieux valu, de mon point de vue, qu'une première communication pareille se fasse premièrement de manière solennelle et ici, en RDC, pour premier public, les Congolais. Je crois que les communicants de la présidence font le feedback. Et peut-être qu'à l'avenir... Peut-être c'est ça, il y a pour vous, on parle à cette population qui nous suit, qui est aujourd'hui éveillée, qui est sur la toile aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un déficit communicationnel de la part de nos autorités aujourd'hui? Et puis avoir une population éveillée, éduquée, engagée, c'est un atout pour le gouvernement. J'insiste là-dessus, parce que voir des associations se créer, voir des groupes de jeunes, voir des gens très actifs sur les réseaux sociaux, ne doit pas inquiéter le gouvernement.
voir des gens faire des grandes études, des bonnes études, des gens comprendre les enjeux et s'engager ne doit pas effrayer le gouvernement. Par rapport au déficit communicationnel, comment doivent réagir nos autorités par rapport à ça? Parce que nous suivons les autorités rwandaises sur Twitter, ils tweetent à tout bout de champ, mais on a toujours, et je reviens toujours sur ça, que nos autorités ne tweetent pas. Moi, je suis Joseph Bangaki. Il n'y en a pas plus de 10. Pourquoi ont-ils peur, nos autorités, des réseaux sociaux? Espérons qu'ils nous suivent et que votre conseil est arrivé à qui de droit. Voilà, nous revenons encore sur le dialogue, nous sommes et nous y restons, parce que selon une certaine opinion, eh c'est la seule voie royale pour sortir la RDC de l'impasse. Et puis nous prenons la déclaration de la diaspora par rapport au dialogue. Et évidemment, notre rédaction est descendue sur le terrain pour avoir le point de vue de notre population que nous estimons beaucoup, parce que nous faisons cette émission pour elle, pour la population quinoise et de la RDC, et pourquoi pas celle de la diaspora. Et bien leur réaction par rapport à Edem Kodjo. Nous revenons à lui, Edem Kodjo. Plus de détails. Les débats autour du facilitateur distraient la population. Et ça fait perdre le temps, alors que c'est ce même temps qui est très crucial maintenant. Le temps est compté. Si on veut les élections, les jours sont comptés. Si on veut avancer dans ces processus-là, nous avons intérêt à ne pas perdre le temps. La question autour du facilitateur, ce n'est pas ça l'essentiel. Si on n'est pas d'accord, on veut que les élections se tiennent, allez-y dans ces dialogues et dites ce que vous voulez pour que la solution soit prise et que ce qui est essentiel, les élections, donc que nous décrions tous, que nous voulons tous, que cela se décide quand et comment ça doit se passer, que toute la classe politique, y compris la société civile, la composante à laquelle nous appartenons, il faut qu'il y ait tout le monde autour de la table. S'il y a des questions qui doivent se discuter, on doit arrêter de jouer au jeu des chiens et chats, où le matin on est pro-dialogue, à midi on est contre et le soir on a des exigences. Il faut que tout le monde se retrouve autour de cette table-là et que chacun exprime ses vœux et qu'on avance. On ne peut pas continuer à prendre 70 millions en otage autour du dialogue, du processus électoral, et alors qu'il y a des vraies questions des vies, de la société. Pour ces Quinois, le départ de Kodjo risquait de ralentir la tenue du dialogue. Oui, en tant que Congolaise, on doit les laisser faire son travail. Les gens qui l'ont choisi, ils savent pourquoi. Moi, je ne sais pas sur base de quoi on dit qu'il est kabiliste ou s'il peut être tshisekidiste. Moi, je ne sais pas sur base de quoi. Mais pour moi, je pense que les processus qu'on a entamés, qu'on laisse évoluer, qu'il fasse son travail et qu'à la fin, nous pourrons tirer la conclusion. Il nous faut marquer, il y a des défauts par-ci par-là. Nous devons s'asseoir d'abord, échanger des idées et voir s'il y a du mal. On peut réprimander l'ami. On sait qu'il y a un ça ne va pas. Mais ce ça ne va pas ne peut pas résoudre notre situation quand on est toujours séparés. Et le danger, ça se situera juste où nous nous trouvons dans un chaos politique. D'autres, par contre, souhaitent son départ. Je soutiens la position de l'opposition qui ne veut pas de Edem Kodjo. Selon moi, elle est en train de jouer en faveur du peuple congolais. Ces cartes, ces dialogues, que la communauté internationale désigne un autre facilitateur à la place de. Moi, je n'ai pas besoin de Kodjo, puisque le Kodjo, je ne connais pas le Kodjo. Nous sommes dans un pays indépendant, nous sommes dans un pays démocratique. Il faut que les Congolais fassent ce qu'on veut maintenant dans leur Congo. Je ne connais pas ça, maman. Kodjo ou non, le temps, lui, ne s'arrête pas. La République, elle, continue à avancer lentement mais sûrement vers un avenir incertain et préoccupant. Joseph Bangakia,
haute trahison, nous revenons, parce que nous sommes toujours dans la politique active. Est-ce que le G7 a vraiment raison aujourd'hui de parler de haute trahison? Le chef de l'État n'a jamais, moi je ne l'ai jamais suivi personnellement dire qu'il va violer la Constitution, qu'il y aura un truc qui va briguer un troisième mandat et tout ça. Pourquoi parle-t-on de haute trahison aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne vendent pas un peu, ils ne mettent pas la charrue devant le bœuf? En suivant le point de presse du G7, j'ai compris que leur argumentaire, ils l'anticipent. Donc ils appellent la Commission électorale nationale indépendante à convoquer l'élection dans les délais prescrits par la Constitution, 90 jours avant la fin de l'expiration du mandat de l'actuel président, qui avait pris ses fonctions le 19 décembre, donc le 19 septembre, et qu'en cas contraire, ils en tireraient toutes les conséquences telles que prévues par la Constitution. Et par voie de conséquence, le chef de l'État, qui, d'après l'article 69, veille au bon fonctionnement des institutions, serait pris en défaut, conformément aussi à l'article 74, de parjure, car il a prêté serment dans cet article 74 de respecter et faire respecter la Constitution. Et une élection qui ne serait pas convoquée 90 jours avant serait une violation de la Constitution. Quel est l'argumentaire développé par le G7? Eh bien, c'est... Ont-ils le moyen de le faire? Est-ce qu'ils ne vendent pas des rêves ou des chimères? Ou ils ne font pas simplement monter les enchères pour ce fameux dialogue? Parce que on va aboutir à ça, à ce dialogue. Parce que même selon la diaspora, c'est le seul endroit où on va parler de tout ça. Ils en parleront où de tout ça? Ce sera peut-être au dialogue. Il faut peut-être monter les enchères, la surenchère, tout simplement, Joseph Bangakia. Je comprends cette manière d'aborder le problème, le grave problème vers lequel nous risquons de nous diriger. Il y a aussi une autre manière de l'aborder. C'est de se poser les bonnes questions. En fait, quel Congo nous voulons? Voulons-nous un pays où les lois et les textes ne sont pas respectés? Et lorsqu'elles ne sont pas respectées, il n'y a aucune sanction. Le voulons-nous? Quel Congo voulons-nous? Voulons-nous un pays où on ne sait pas quand aura lieu l'élection présidentielle, législative, sénatoriale et le reste? Ou bien nous voulons d'un pays où les normes, les règles soient respectées? Au-delà de la lutte de pouvoir que nous voyons, que se livrent les deux camps, férocement. C'est pas une lutte de repositionnement, une guerre de leadership, une guerre des intérêts, chacun se bat pour... Est-ce qu'on pense à ce peuple qui a parlé là, vous l'avez suivi? Est-ce qu'on pense vraiment aux pauvres Congolais qui croupissent ailleurs? Parce qu'on a l'impression, Joseph Bangakia, qu'on voit que Kinshasa, et pourtant il y a toute la RDC, il y a des coins, des recoins, où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Est-ce qu'on pense vraiment à ce peuple, Joseph Bangakia? Vous avez raison, les deux camps se livrent un combat acharné pour l'accession au pouvoir. Quand deux éléphants se battent, comme on dit. C'est la règle en politique, mais, puisqu'il y a un mais, ce combat doit se livrer dans les règles. Et la Constitution fixe les règles générales. Dès lors que nous quittons ce cadre, nous reculons de plus de 30 ans en arrière. Donc il appartient maintenant, puisque le mal qui est fait est que nous risquons, nous ne pourrons pas avoir les élections dans les délais prévus parce que rien n'est fait par rapport à cela. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les personnes en responsabilité vont en tirer les conséquences constitutionnelles? Est-ce que nous allons nous départir de la règle constitutionnelle? C'est un débat lourd de conséquences pour l'avenir. Très lourd. Nous serons morts que nous aurons bâti un Congo sur des ruines constitutionnelles. Ce débat nous dépasse. Je comprends la difficulté de ceux qui sont au pouvoir, les appréhensions qui sont les leurs. Je le comprends. Parce qu'il y a un discours, vous voyez, Kabila dégage,
il y a un discours revanchard qui n'a pas sa place en vérité. Et je comprends aussi le durcissement de des positions de l'opposition. Parce que il y a une volonté, on est là, on va faire le référendum. Il y a une volonté de bousculer les institutions et la Constitution. Et de mon point de vue, je crois que les évêques, en s'engageant dans cette opération de sauver le dialogue, ils le font non pas pour qu'on viole la Constitution, mais pour que les deux camps se parlent et trouvent une solution conforme à la Constitution. Je veux prendre le tweet d'un professeur que j'estime énormément, Sambo Colombé. Il a dit, je ne veux pas le prendre dans les termes propres, mais l'esprit est tel qu'on a déjà trop parlé de violation de la Constitution. Nous la violons déjà de fait. Et la Constitution sera violée puisque les élections ne se passeront pas dans les délais prévus. Maintenant, c'est la gestion de l'après-violation-là. Comment ça va se passer? Comment gérer cet après 19 décembre? Je ne sais pas, est-ce que ce sera le chaos? Est-ce que ce sera... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous sentez cette peur dans le chef de la population, cette psychose qui règne aujourd'hui dans la population quinoise? Comment gérer l'après-violation de la Constitution? Et pas seulement la population. Les investisseurs ne viennent plus, les institutions internationales retirent leurs subsides, l'aide bilatérale, multilatérale patine. Le futur de la RDC dans ces conditions, il est sombre. Mais vous avez relayé une question importante. Moi, je répondrai ceci. Premièrement, c'est la toute première fois que nous sommes dans cette situation. Nous n'avons jamais vécu cela dans notre pays. Une passation pacifique, civilisée du pouvoir. Et donc, on ne va pas la réussir contre Joseph Kabila. On ne l'a jamais vécu. Même depuis 1960. Même pour Joseph Kabila, c'est du nouveau. Même pour la majorité, même pour l'opposition, le peuple, c'est du nouveau. Et donc, devant cette nouveauté, je comprends les hésitations. Je comprends les tâtonnements. Mais il faut des signaux de confiance. Il faut que la majorité accède au préalable de l'opposition qui ne sont pas immenses. Libérer les prisonniers qui sont présentés comme politiques. Vous avez vu la liste que l'UNC a présentée tout à l'heure. Mais il n'y a pas seulement, selon la majorité, ce ne sont pas seulement des prisonniers politiques. Ils ont été condamnés pour de voies de fait, des trucs tout à fait... Si nous suivons, j'ai suivi cette approche de la majorité. Si nous la suivons, l'opposition risque d'être catégorique sur la Constitution qui est une norme plus contraignante que le Code pénal. Vous voyez? Donc, que la majorité accède au préalable de l'opposition qui ne sont pas extraordinaires. Libérer les prisonniers présentés comme politiques, les médias qui appartiennent aux leaders de l'opposition, la fin du dédoublement des partis politiques, la fin des poursuites judiciaires contre certains leaders politiques, ce n'est pas exagéré. Et de l'autre côté, il faut que l'opposition aussi cesse tout esprit de vengeance et de revanche, parce que je sens que... Et à vouloir changer tout bout de champ des positions. On a suivi, on se réveille chaque matin, il y a des préalables, des préalables, des préalables. On a l'impression qu'ils ne veulent pas aussi des élections, cette opposition-là. Pas du tout. Je crois que les préalables, cette fois-ci, qui sont écrits, à Ibiza, à Venise, ils s'entendent comme ça. Arrivé ici, ils changent de position. Notre opposition est versatile aussi. Ce qui s'est passé à Ibiza était entre deux faits privés. Ça n'engage pas du tout la République. C'était entre le PPRD et l'UDPS. Donc on ne peut même pas le présenter comme argument sur le débat public. Mais là, il y a un facilitateur qui a été désigné. Il y a des mouvements. Il y a un groupe de soutien qui l'accompagne. Il y a des correspondances qui sont passées. Je considère que les écrits, le Rassemblement, le G7, l'UN7, fixent les préalables de manière définitive. Et je dis, après les avoir lus, que ce n'est pas trop demandé. C'est peut-être pas plus
que le DIC à l'époque, hein, puisqu'à l'époque c'était encore plus grave, à l'époque du dialogue intercongolais en 2001, le pays était déjà partagé, mais on a quand même pu trouver une solution. J'espère qu'on va continuer, on en reparlera, nous allons prendre encore dans ces politiques, c'est la mise au point du MP par rapport au visa qu'on a refusé de renouveler par rapport à Ida Sawyer de Human Rights Watch, la déclaration du rassemblement par rapport aux enjeux de l'heure, c'est toujours ça qui est vraiment à la une, l'échange, les idées, toujours par rapport aux enjeux de l'heure, et l'arrestation du président d'un parti politique, UR. Madame Sawyer, Madame Ida, a eu un comportement que l'on qualifie dans l'administration de suspect. En effet, elle était détentrice de 2 visas d'établissement à échéances différentes, et en plus, au moment où on devait renouveler son visa, elle n'était pas là, elle était sortie du pays. Voilà ce que dans l'administration on appelle un comportement suspect, et donc qui peut justifier une attitude beaucoup plus ferme, beaucoup plus critique de la part de l'administration. Mais tout ceci dit, je vous rappelle qu'aux États-Unis, comme partout ailleurs, l'octroi de visa à des personnes étrangères est un acte de pleine souveraineté qui n'appelle pas en principe une explication quelconque. Faisons sienne la déclaration du 9 août 2016 à Bruxelles de son candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle de 2016, l'honorable Moïse Katumbi Chaput. Suite aux propos du président de la République, Joseph Kabila, sur le processus électoral en RDC, l'alternance pour la République rappelle que l'organisation des élections en RDC est réglée par la Constitution de la République et non par la volonté d'un individu, moins encore par celle d'une quelconque institution. Les dernières semaines se sont caractérisées par la multiplication dangereuse des actes illégaux occasionnant l'instauration d'un régime totalitaire en RDC, notamment les arrestations arbitraires des acteurs politiques, à l'occurrence celle de M. Robert Louyeye, président du parti politique UR, et les expulsions des activistes de droits de l'homme des organisations internationales, dont Mme Ida de Human Rights Watch. L'alternance pour la République dénonce et condamne ces actes de violation flagrante des droits de l'homme et l'intimidation qui n'augure pas la volonté réelle du pouvoir en place de réaliser l'alternance démocratique en ces moments. Et SID s'élargit à travers la capitale. Le parti cher à Martin Fayulu continue son expansion dans les différentes communes de Kinshasa. Notre section a de nouveaux membres et il fallait que je vienne ici pour remettre des cartes des membres à ces nouveaux adhérents. Hormis les nouveaux adhérents, les temps étaient propices et mis à profit par ce parti, membre de la dynamique de l'opposition, elle-même dans le rassemblement, d'échanger autour de quelques préoccupations de l'heure. Cela va du dialogue à la récusation du facilitateur, en passant par la possibilité d'une candidature commune au niveau de l'opposition. À ces sujets, le président national de l'ECD va adresser un message à la population. Le Congo doit devenir une nation comme les autres, c'est-à-dire que tout le monde doit respecter la Constitution. Nous devons respecter la Constitution, nous devons aller aux élections et nous devons avoir l'alternance démocratique. Et tout Congolais doit participer. Et c'est ça, c'est prendre en charge. Tout Congolais doit faire en sorte que la Constitution de la République soit respectée.
Dans l'entretemps, l'engagement pour la citoyenneté et le développement se dit résolument engagé à joindre ses efforts à d'autres forces pour réussir à obtenir de la CENI, je cite, la convocation du scrutin présidentiel au plus tard le 19 septembre de l'année en cours. Il est 15h, heure de Kinshasa, quand un groupe d'hommes armés a fait irruption sur l'avenue Mayunda, au quartier 5, dans la commune d'Ondjili. Ils ont emporté argent et téléphone, comme l'expliquent ses victimes. Lo na boma bino nyonso na boma bino bana babani kulenga ngapi na bani kulenga kasi mwaina kima na kima yani kimile pai wapi ngaza kina cuisine na utatoki na batu bazake be na katanda kubana ba ye o nyonso to ba yaki aba ba yeta la biso na kamwe na mona kaka pu batna katanda kuna minduki ba ye bakangi mobile nanga bakangi ba pa bazalakia bakangi ba membre parti bazu bilamba bakoti na kata chambre mutu akoti na kata chambre ete bazu appareil ya photo ya caméra bapanzi bilamba babwaki na mabele bazunga 800 dollars. Ces hommes en uniforme non autrement identifiés ont également amené avec eux le président de l'Union des Républicains, Norbert Luyeye. Situation qui dénonce le porte-parole de cette formation politique. L'Union des Républicains dénonce encore une fois de plus cet acte de barbarie, raison pour laquelle nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Et nous demandons la libération pure et simple, sans condition, de son Excellence M. Norbert Luyeye, président national de l'Union des Républicains. Signalons que ces hommes ont fouillé de fond en comble les maisons de cette parcelle et sémé la terreur aux occupants. Joseph Bangakia, comme vous le savez, en tout cas, les enjeux sont éminemment politiques. Plusieurs partis politiques, en tout cas, descendent sur le terrain pour expliquer. Donc, vous comprenez aussi que cette fois-ci, notre pays, nous sommes souverains, nous avons refusé de renouveler tout simplement le visa Ida Sawyer. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Comme l'a dit M. Atundu, ça se fait ailleurs. Pourquoi chez nous, ça soulève un tollé si on refuse un visa à quelqu'un? Bien, je dois dire l'attachement que j'ai pour l'état des droits et le respect des droits humains dans notre pays. On ne peut rien construire si l'État ne protège pas, si les droits ne sont pas respectés. Et je suis choqué des déclarations de la famille de Norbert Luyeye. J'invite le gouvernement à faire la lumière sur ce dossier. Si infraction il y a, la justice a des procédures acceptables en état de droit. Le gouvernement a tout intérêt à garantir l'état de droit, car le gouvernement d'aujourd'hui, c'est l'opposition de demain, l'opposition d'aujourd'hui, c'est le gouvernement de demain, et ainsi de suite. Par rapport au cas Ida Sawyer. Par rapport au cas de Madame Ida Sawyer, je ne fais pas de confusion. Le refus du visa, bien sûr, il relève de la souveraineté. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Elle a bel et bien eu un visa qui a été annulé. Il a eu deux visas concomitamment, donc il a eu double visa, donc elle a fraudé, si je peux me permettre l'expression. Comment avoir deux visas qui sont valides au même moment? Oui, je fais confiance à la DGM. On en a arrêté beaucoup, on a sanctionné à la DGM par rapport à cette histoire. Oui, je suis au courant, je connais la compétence des agents de la DGM et la minutie qui est prise sur ce genre de dossier. Le dossier de visa, ce sont des dossiers qui sont traités avec méticulosité. Et les explications, parce qu'il faut écouter toutes les parties, qui ont été données par Human Rights Watch, semblent établir que la demande du second visa de longue durée s'est faite, tandis que venait à l'horizon l'expiration du premier visa.
Mais au-delà de cela, l'image que nous reflétons n'est pas à notre avantage. N'est pas à notre avantage. Human Rights Watch est une organisation reconnue dans le monde. Mais qui ne parle pas, par exemple, prenons comparaison n'est pas raison, puisque vous adorez les États-Unis, je sais que vous vous y rendez souvent, mais quand on tue les Noirs, par exemple, les abus que font les policiers sur les Noirs américains, on ne voit pas Human Rights Watch taper du poing sur la table et menacer les États-Unis comme ça. Pourquoi? Pourquoi deux poids, deux mesures? Parce que ce sont les États-Unis et nous, c'est la RDC. Madame Paulette, aux États-Unis, il y a une association par avenue. Et il y a des associations de défense de tous les droits, même les droits des animaux. Et il y en a. Donc, et la différence, c'est qu'aux États-Unis, ce sont des actes commis par des individus et la réaction de la hiérarchie est conséquente. Tandis que chez nous, nous sommes encore à l'étape où les institutions, où les structures ont de la peine à être réactives. Mais la construction se fait par rapport aux actions posées ou par rapport aux actes posés. Tout à fait. Mais là, petit à petit, on peut aller beaucoup plus vite. Je parlais de Human Rights Watch. Ce sont des organisations dont le regard est suivi sur la scène internationale. Mais qui est derrière le président Abdou Diouf, c'est la question qu'on doit se poser aussi. D'où tirent-ils leur financement? Vous avez suivi Poutine qui a dit 2 fois non à certaines ONG parce qu'on ne sait toujours pas qui sont derrière ces ONG, qui les financent et pourquoi ils sont là. 2 fois, ils noircissent un peu trop le tableau pour avoir des sous, permettez l'expression. Il y a des dérives pareilles, je le reconnais. Mais dans l'essentiel, nous louons le travail que font les organisations internationales et ces associations. Ça, il faut le reconnaître, en général. Et donc, je me félicite de voir que le gouvernement a réagi après cette étape que nous avons suivie pour dire qu'il est disposé à continuer à collaborer avec Human Rights Watch, qui certainement va dépêcher un autre responsable. Eh bien, espérons que cette fois-ci, les visas seront donnés selon la loi et que la coopération entre le gouvernement et Human Rights Watch sera dans l'intérêt de la promotion des droits de l'homme. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte. Il ne faut pas voir nécessairement l'accusation qu'on porte sur vous, mais on peut aussi voir l'information qui vous permet de mieux administrer vos citoyens. Par rapport à cette période, Joseph Mangakeke, est-ce qu'il y a-t-il un acharnement judiciaire sur les politiques congolais? On met souvent l'accent sur les opposants. Est-ce qu'il y a acharnement, par exemple, par rapport au dossier de Katumbi? Est-ce qu'il y a acharnement, par exemple, par rapport au dossier de Martin Fayulu? Acharnement par rapport à Mouyambo? Est-ce que vous pensez que la justice aujourd'hui est partiale par rapport à ces personnalités politiques? Nous n'avons qu'une seule justice, c'est la justice de notre pays. Elle a ses faiblesses, à l'image de la société congolaise. Et donc, la justice est autant malade que l'est l'armée, la police, la politique, car elle est dans la société congolaise. Mais il est vrai que la justice, et c'est pour ça que, vous savez, nous avons choisi de nous dénommer nouveaux républicains pour la justice, car la justice élève une nation. Et le sentiment de justice, c'est un sentiment qui est fort, c'est une demande qui est forte. Il faut, lorsque la justice est rendue, comme elle est rendue au nom du peuple congolais, que le peuple congolais ait le sentiment qu'il y ait réellement eu justice. Je ne connais pas le fond de ces dossiers, du dossier de Moïse Katumbi, mais il est vrai que, comme des millions de Congolais, je suis perplexe. 600 mercenaires, et après 12, et après 1, et après il est libéré. Je suis perplexe sur la rapidité du jugement dans le dossier foncier. Je sais le temps que ça prend. Je suis perplexe. Il faut que la justice qui est rendue au nom du peuple congolais
rencontre le sentiment de justice que le peuple attend légitimement de lui. Nous allons terminer, mesdames et messieurs. Vraiment, cette fois-ci, nous quittons un peu la politique. Nous avons eu largement le temps d'en faire le contour pour cette semaine. Nous allons passer par le volet, nous allons terminer par le volet socio-économique. Nous allons vous parler de l'enquête qu'a fait notre rédaction par rapport au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Nous allons terminer par la réaction des présidents des consommateurs sur l'ultimatum de l'hôtel de ville par rapport aux voitures appelées communément Ketch. Nous allons parler de la grogne à l'hôpital du Cinquantenaire. Comme vous le savez, ça a chauffé ce samedi à l'hôpital du Cinquantenaire. Et évidemment, à l'hôtel Vénus aussi, les travailleurs se plaignent. On les a chassés sans ménagement. Et bien, tout ce condensé socio-économique, ce sera le dernier condensé d'Info 7 d'aujourd'hui. Pas d'eau potable, des enfants non scolarisés, difficultés de transport, manque de matériel agricole approprié aux populations environnant le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, autant de problèmes soulevés par les habitants auprès de la mission du cadre pour la mobilisation sociale qui a séjourné pendant 5 jours dans cette contrée. L'objectif visé, connaître l'impact et la visibilité des actions du projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, initié par le gouvernement de la République. Le cadre pour la mobilisation sociale recommande ce qui suit à l'exécutif central. L'objet de cette séance est vraiment de tirer la sonnette d'alarme et que le gouvernement comprenne qu'autour de ce projet qui est pilote, toutes les préoccupations soulevées doivent être prises en compte afin de permettre de redimensionner les projets, d'impliquer cette communauté internationale, puisque l'objectif est celui d'implanter les parcs agro-industriels dans plusieurs provinces de la RDC. C'est pourquoi nous disons que ça vaut la peine de tirer attention sur ces projets pilotes. Autre chose aussi, nous demandons au gouvernement, et en dehors de l'option prise qui est celui des parcs agro-industriels, et nous pensons aussi qu'il y a lieu de jeter un coup d'œil sur l'agriculture familiale, qui est très très important, puisque cette agriculture familiale a peu de danger à l'environnement. Signalons que le chef des terres du territoire de Kenge, province du Congo, ont déjà adressé un mémorandum aux autorités du pays pour exprimer leur mécontentement. Mais cela est resté sans suite, a révélé le coordonnateur du cadre pour la mobilisation sociale, Aimé Bakila. Le gouverneur sait pertinemment bien qu'il lui sera impossible de desservir la population en transport, ne serait-ce que dans la commune de la Gombe. Quand vous êtes sur le boulevard, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que ces véhicules-là qui assurent le transport en commun. Quand je suivis le ministre provincial par la bouche de qui nous avons reçu le communiqué, il a évoqué un comportement qui a fâché le gouvernement provincial. C'est le désordre dont fait preuve ce conducteur. Mes chers amis, la police n'a pas une autre mission que celle de sécuriser les personnes et leur bien rétablir l'ordre public. S'ils sont désordonnés, mais que la police est en tendance pour ramener les uns et les autres en ordre. Et pourquoi le volant à droite, chers amis? Pourquoi le volant à droite, on fait quoi? N'est-ce pas que dans ces pays, bien que la priorité soit de gauche, on a toujours vécu avec et des véhicules à volant à droite et les véhicules à volant à gauche. Même quand vous allez dans des pays anglophones où la priorité est de droite, il existe également des véhicules à volant à gauche. Quelle est la loi? Quelle est cette loi? Parce qu'on évoque le code de la route, on évoque la convention de Vienne. Mais les deux textes-là de loi, faisant partie du droit positif congolais, ne parlent pas de volant, ils parlent de priorité de droite ou de gauche. D'où vient cette histoire de volant à droite? Qu'est-ce qu'on veut faire à ces véhicules Ketch de volant à droite qui aident de tant la population? Qu'est-ce qu'on cherche? Et vous évoquez une décision qui serait vieille d'une année. Ça fait une année qu'on a pris la décision, le véhicule entre, on n'interdit pas. À la veille de la rentrée scolaire, on nous dit, ben écoutez, les véhicules à volant droit, on n'en veut pas pour que les élèves aillent à l'école comment? La population n'est pas d'accord par rapport à cette décision, autant qu'elle ne l'est pas par rapport à la situation de CIMA, autant qu'elle ne l'est pas par rapport à la situation des mégabytes d'Internet.
C'est cette ambiance qui a régné ce samedi ici à l'hôpital du Cinquantenaire situé dans la commune de Kasavubu. Agents et cadres de cette institution hospitalière ont décidé de sécher leurs bureaux. Une façon pour eux de dénoncer la mauvaise foi du gestionnaire indien qui refuse de leur payer leur salaire. Si nous sommes aujourd'hui dehors, c'est par rapport au fait que nous trouvons qu'il y a une mauvaise foi de la part de notre gestionnaire. Nous sommes déjà engagés dans la commission. Nous avons des représentants qui siègent dans la commission. Chaque fois, ils nous ramènent des rapports qui ne sont pas bons du tout. C'est-à-dire, le monsieur, toutes les instructions qu'on lui donne au niveau de la commission, sur place, il s'en fout. Il nargue tout le monde. Alors, sur place, il a déjà décidé. Au jour actuel, si vous voyez, il y a tout ce monde qui est dehors révolté. C'est qu'il a dit qu'il ne va pas nous payer l'argent jusqu'à ce que le gouvernement de la République lui restitue l'argent qu'il lui doit. Donc, chaque jour, il monte des enchères. Hier, c'était que non, tout le monde sera payé sur la liste des forces de sécurité qui est la sous-traitance que nous sommes en train de refuser. Aujourd'hui, c'est qu'il faut que le gouvernement lui restitue l'argent qu'on devait lui donner depuis 2014 jusqu'à ce jour. On ne sait pas quelle raison il va donner. Aujourd'hui, on est les 13, nous avons des pères de famille, nous sommes au mois d'août, les gens doivent préparer les rentrées scolaires des enfants. Donc, monsieur Sefou, il dit qu'il n'est pas prêt à pouvoir reculer d'un seul pas, jusqu'à ce qu'il trouve celui qui va les contraindre. Donc, il n'y a personne qui peut les contraindre dans ce pays. Signalons qu'une commission paritaire est à pied d'œuvre pour la résolution des problèmes des travailleurs congolais de l'hôpital du Cinquantenaire, lesquels réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Une délégation des ex-agents de l'hôtel Vénus, constituée d'environ 30 anciens travailleurs, est venue rencontrer le député national Franck Diongo. C'était pour solliciter son intervention dans le dossier de leur licenciement sans préavis et le paiement de leur décompte final, comme l'explique le chef de la délégation, Papi Balanga. Je suis parmi les comités des agents de l'hôtel Vénus qui ont subi une injustice dans leur société pendant au moins 9 ans de service et aujourd'hui nous sommes dehors sans cause grave et voilà pourquoi nous sommes venus voir l'honorable Franck Diongo par rapport à sa qualité de traitement des doléances de la population. Voilà pourquoi nous sommes venus voir l'honorable pour remettre notre doléance et comment il va traiter ça et puis pour nous remettre à notre droit. L'élu du peuple Franck Diongo, ému de compassion, a promis de les assister jusqu'à ce qu'ils soient réhabilités dans leurs droits. Je venais de recevoir la délégation des agents de l'hôtel Vénus parce qu'ils ont été licenciés abusivement par les autorités de l'hôtel Vénus. Voilà pourquoi ils sont venus nous déposer leur doléance, que nous sommes saisis régulièrement de leurs dossiers, comme ils nous ont écrit et qu'il y a des dossiers. Je les ai félicités d'avoir le courage de défendre leurs droits et de réclamer leurs droits. Et nous allons mettre du côté de la légalité pour voir aucun Congolais, aucun étranger ne violera les droits de travail des Congolais. Et nous, comme porteurs d'attente et de revendications des citoyens, nous avons l'obligation de les assister, de les défendre et de les soutenir jusqu'à ce qu'ils seront réhabilités dans leurs droits. Signalons qu'ils sont environ 75 personnes à avoir été licenciées de l'hôtel Vénus sans cause ni préavis, encore moins le respect de la loi en vigueur en RD Congo. Certains parmi eux affirment avoir travaillé dans cette infrastructure hôtelière pendant 9, 10, 15, voire 25 ans. Joseph Bangakia, ce dernier dossier, ce dernier condensé, il n'y a que mécontentement sur mécontentement. On a l'impression vraiment que le social du Congolais coule vraiment, on va vraiment vers le fond. Nous commençons d'abord par le travailleur de l'hôtel Vénus, vous avez suivi, ils sont allés chez l'honorable Franck Diongo. Comment on peut licencier des gens comme ça sans tenir compte du code du travail et d'autres lois dans ce pays? Le tableau que vous brossez effectivement est inquiétant. On va étape par étape, parce que la politique, on laisse un peu de côté. Comment on peut exploiter les gens comme ça et les licencier comme des animaux? Le tableau est inquiétant. La crise sociale s'amplifie, la crise économique, l'isolement de la RDC, la crise politique. Il faut que le gouvernement
se réveille. Il faut que le gouvernement, qui a fait des choses appréciables, ait à cœur de conclure par une note vraiment positive. Bien sûr que c'est inacceptable que des travailleurs soient ainsi maltraités. Et les travailleurs maltraités vont où? Ils ne vont pas auprès de l'inspecteur du travail, ils ne vont pas auprès des tribunaux, ils vont chez un député de l'opposition. Est-ce que les pouvoirs publics ont-ils cessé de défendre leurs compatriotes? C'est un message fort. Il faut que le gouvernement se réveille. Par rapport à l'hôpital du cinquantenaire, c'est vrai que le pauvre infirmier a demandé qu'on voit un peu son visage, vu les répercussions, on le comprend. Mais on a ouï dire, on a quand même fait nos enquêtes aussi, nous sommes journalistes d'investigation, mais on a ouï dire que cet hôpital n'est carrément pas congolais et que d'ailleurs le nom hôpital du cinquantenaire n'est qu'un nom de façade. Dans leur banque, dans leur compte bancaire, c'est un autre nom indien qui est là, et en anglais. Et tout l'argent perçu par cet hôpital est viré directement en Inde. Dites-nous carrément, est-ce que cet hôpital est congolais et l'hôpital est indien? Oui, comment on peut traiter des Congolais comme ça dans leur propre pays? C'est toujours les Indiens. Comment ça marche ici? C'est toujours les Indiens, je comprends, vous faites allusion aux faits divers. Ah oui, toujours aux faits divers. Oui, mais l'hôpital du cinquantenaire a été présenté comme un hôpital moderne d'avant-garde. Et il a coûté cher. La mission qui lui était dévolue, c'est-à-dire d'offrir des soins de santé qui sont recherchés à l'étranger, ici à Kinshasa, a-t-elle été remplie? La réponse est non. Et la gestion de cet hôpital fait chaque fois les gros titres de la presse. Gouvernement, je vous en prie, concluez la fin du mandat sur une note positive. Et là, il faut de la transparence sur la place des Indiens dans la direction de cet hôpital, sur la gestion telle qu'elle est faite. Il faut des explications, peut-être qu'avec la rentrée parlementaire qui s'annonce, le ministre peut être amené à s'expliquer devant la représentation nationale, mais il peut le faire maintenant. Et surtout, il faut répondre aux revendications de ces travailleurs. De ces Congolais vraiment qui sont, permettez l'expression, maltraités par ces Indiens qui se prennent pour des dieux dans notre pays. Il faut répondre à leurs revendications et il faut retrouver l'ambition qui était celle de cet immense hôpital. La question, c'est savoir si cet hôpital est congolais ou pas. C'est peut-être là aussi le fondement, la base de la question. Est-ce que cet hôpital est à nous? C'est pas à nous, c'est peut-être ça le problème. Par rapport au véhicule à volant à droite, hein, c'est ça? Volant à droite. À droite. Oui. Bon, nous avons suivi le président des consommateurs. Est-ce que la loi interdit la circulation de ces véhicules ici à Kinshasa, normalement? Parce que vous êtes vraiment légaliste. Est-ce que la loi interdit la circulation de ces véhicules en RDC? Cette décision ne sera, elle est totalement inapplicable car elle viole tellement de lois. Premièrement, ce n'est pas du tout de la compétence du gouvernement provincial. Il gère la ville? Oui, il gère la ville, il ne gère pas l'espace national. Donc, ce n'est pas de la compétence du pouvoir provincial, du gouvernement provincial. L'interdiction n'est que pour la ville de Kinshasa, en fait, c'est pas pour les autres villes de Justement, ce n'est pas le gouverneur n'a pas le pouvoir sur cette matière telle que son ministre l'a affirmé. Je le dis en tant qu'ancien vice-gouverneur. Ça relève et du code de la route et de conventions internationales. C'est du ressort du gouvernement central. Est-ce que le gouvernement central s'est déjà prononcé par rapport à ces véhicules qui entrent, je crois en tout cas par centaines à Kinshasa chaque mois? Est-ce que le gouvernement provincial a déjà dit un mot par rapport? Le gouvernement central, oui, qui est compétent. Est-ce qu'il a déjà dit un mot par rapport à ça? Oui, il s'est prononcé parce que ces véhicules entrent et obtiennent tous les documents légaux nécessaires pour leur circulation. C'est un accord tacite.
Donc, mais par rapport à la circulation, je sais que vous conduisez superbement bien, Joseph Bangakia. Est-ce que c'est difficile de conduire quand le volant est à droite ou à gauche par rapport à notre code de la route normalement? Parce qu'on a demandé aux conducteurs de changer la place du volant, comme c'est à droite, eh bien, remettez ça à gauche. Peut-être qu'ils ont rendu compte qu'il y a trop de danger vu le code de la route quand même. Ils ont quand même raison sur ce point-là. Conduire à gauche, volant à gauche et à droite, c'est quand même différent ici en RDC. Il est vrai que la priorité étant à gauche dans notre pays, nous, oui. Le volant à gauche a une certaine facilité lorsqu'il faut, virer à gauche. Mais il faut dire que le vrai problème sur lequel devait s'attaquer le gouvernement provincial, c'est plutôt le respect du code de la route. C'est pas un problème de volant, non? C'est un problème de respect du code de la route, de civisme routier. Il se fait que la signalisation n'est pas respectée, les vitesses non plus, les chauffeurs ne sont pas formés, la brigade routière n'est pas vigilante. Ce sont des domaines qui, eux, sont de la compétence du gouvernement provincial. C'est sur cela qu'ils doivent travailler et non pas sur la mesure qui n'est pas de leur ressort que le ministre a prononcée. La RDC est toujours un pays à part, moi j'aime bien le dire, comparaison n'étant pas raison, vous sillonnez le monde. Prenons l'exemple des États-Unis, parce que revenons revenons aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des véhicules à deux volants comme ça qui circulent? Parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est à droite aussi, si je ne me trompe pas. C'est un pays anglophone. C'est à droite ou à gauche? Non, c'est à gauche. À gauche. Comme en RDC. Comme en RDC. Oui. Donc, aux États-Unis, est-ce qu'il y a des véhicules à volant à gauche aussi qui circulent aussi librement qu'ici? Ou en France? En France, je sais que c'est à gauche. Au Japon, c'est à gauche. RCA en Afrique du Sud, c'est à gauche. Est-ce qu'il y a les deux volants qui circulent concurremment comme ça dans ces différents pays? Il est vrai que personnellement, je n'ai pas encore vu dans les pays où les volants sont à gauche, des volants à droite. Je ne peux pas me prononcer de manière définitive car je n'en ai pas rencontré, mais comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir remis à ces documents lors de l'importation, à ces véhicules lors de l'importation, tous les documents vaut approbation. Bon, aux États-Unis, c'est aussi un problème différent. Ils sont tellement respectueux du code de la route que les dépassements sont rares. Ils sont réglementés. Ce n'est pas comme chez nous où les gens ils vous dépassent pour rien du tout et juste pour s'arrêter devant. Donc, nous avons un problème de civisme routier, de respect du code de la route, de respect de la signalisation, de la vigilance de la brigade routière sur ces questions et du respect du contrôle technique. Le gouvernement provincial est compétent et c'est là qu'il faut travailler. Le volant à gauche n'est pas dangereux du tout. Non. Ces véhicules ne sont pas dangereux. Non, dans un espace où le code de la route est respecté. C'est pas dangereux du tout. Nous allons terminer par l'enquête par rapport au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Ben déjà, les riverains se plaignent. Qu'est-ce qui se passe encore avec ce parc? Est-ce que vous avez une idée des plaintes de la population autochtone de Kenge? Je crois que, comme plusieurs domaines, à cause de la crise des matières premières, il faut commencer par là, et de la crise politique qui fait fuir les investisseurs, qui assèche l'aide bilatérale, multilatérale, qui paralyse l'activité économique, qui crée la psychose, le gouvernement va se retrouver comme ça, avec un front social de plus en plus explosif. Car les moyens se tarissent et la pression est forte au regard de la tension. Donc, je ne suis pas surpris de voir ce genre de manifestation. Le projet Bukanga-Lonzo était une ambition que nous avions soutenue. C'est vrai. Normalement être. C'est vrai qu'il y avait. Le reste de la RDC, normalement. Il y avait des questions de choix de site. On a été édifié lors de l'interpellation du Premier ministre par le sénateur Mokonda Bonza, qui avait émis des observations quand même pertinentes, notamment sur la qualité du sol. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que ces différentes crises qui s'accumulent
trouve rapidement solution, et ça commence par l'apaisement au plan politique. Nous sommes à la fin, nous sommes en train d'atterrir. Joseph Bangakia, un dernier mot pour que nous disions au revoir à nos téléspectateurs, et surtout téléspectatrices, car je sais qu'elles sont nombreuses à nous suivre. Personnellement, j'ai foi au pays, et je compte sur la capacité de transcendance des acteurs politiques pour créer un climat de confiance. Il faut changer d'attitude. La majorité a une attitude qui effraie l'opposition. L'opposition est peut-être trop agressive. Mais ce qu'il faut, c'est changer d'attitude, c'est de comprendre que nous construisons le Congo sur 200 ans, sur 300 ans. Et donc, il ne faut pas faire d'erreur dans les fondations. Nous devons respecter la Constitution. Nous devons créer les conditions d'une alternance possible. Il faut que la majorité désigne son candidat. Il y a des personnes qui veulent soutenir et qui soutiennent la majorité. Et elles sont aussi nombreuses. Mais sans candidat, la capacité de fédération, de mobilisation, voilà, elle n'y est pas. Il faut que la majorité montre qu'elle va jouer franc jeu, qu'elle est engagée, alors qu'elle désigne son candidat. Il faut que l'espace politique soit apaisé, qu'on cesse les poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi, contre Antipas Mbusa Nyamwisi, qu'on libère... Qu'on fasse vraiment tabula rasa. Ça sera chaque fois comme ça, vraiment pour passer à autre chose. Vous vous rappelez qu'on dit qu'on a fait la même chose. C'est presque tabula rasa, les erreurs du passé. Personne ne va payer pour ces erreurs. Et pourtant, vous êtes légaliste. Donc chacun... La question qui se pose, en vérité, c'est lorsque nous aurons construit une justice indépendante, totalement impartiale, c'est à ce moment que la politique cessera de se construire sur le dos de la justice. Nous n'y sommes pas encore et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Donc cela étant, je compte sur le leadership du président de la République. Car c'est lui le leader. Le déclic doit venir de lui. Je compte aussi sur la capacité de répondre au leadership du président de la part du président du Rassemblement. Vous l'avez appelé Monsieur Non. Je ne crois pas que ce soit nécessairement Monsieur Non, mais je crois que les deux, s'ils transcendent les positions actuelles, met les pieds sur la Constitution, nous pourrons construire le Congo beau que nous voulons tous pour nos enfants. Pour nos enfants, surtout pour nos enfants, parce que nous, on le dit déjà, nous sommes la génération presque sacrifiée. Et puis l'alternance, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Il faut faire en sorte que ce soit un moment normal. De joie et de joie. Perdre le pouvoir, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de vous occuper vous perdez les avantages en Afrique. Hein. Vous perdez les avantages, les avions gratuits, le gouvernement gratuit. Mais vivre comme un Congolais parmi les Congolais, où est le problème? Prendre le pouvoir. C'est toute une culture, Joseph Bangakia. Justement, prendre le pouvoir. Dans la vie des Congolais. Prendre le pouvoir, ça ne peut pas être pour, après cela, qu'il y ait la chasse à l'homme. C'est pour mettre en œuvre un programme. Donc, quand vous échouez dans ce programme, le peuple sanctionne par les élections. Tout à fait. Donc il faut que ceux qui veulent prendre le pouvoir sachent qu'ils veulent le prendre pour exécuter un programme et non pas pour se venger de ceux qui étaient avant. Ceux qui sont au pouvoir peuvent se battre démocratiquement pour le garder. Le cas échéant, ils le rendront de bonne grâce. C'est ainsi que la vie est faite. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci donc à Joseph Bangakia qu'on appelle Nouvelle Énergie. Je crois que le surnom est toujours d'actualité parce qu'il a créé son nouveau parti, Nouveau Républicain pour la Justice. Donc c'est une énergie nouvelle encore dans l'espace politique congolais. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux et bon début de semaine à tous les journalistes en action. RDV Prix le dimanche prochain. Inch'Allah.